À vos casques, prêts, radio. Bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. C'est drôle, depuis que je travaille dans la vente d'instruments de musique, mon regard a changé. Au début, j'ai été tout content. Oh, je regarde un musicien jouer et je reconnais cette guitare. Sa forme, je sais presque nommer le bois de la caisse, des éclisses ou du manche. Mon œil s'affine. Soudain, cette vision s'est étendue aux batteries, aux saxophones ou aux platines. C'était comme rajouter des petites lunettes sur ma vision du quotidien qui habillait tous ces objets de précision nouvelle. Et puis, juste après, forcément, j'ai remis en cause tout ça. C'est vrai que c'est bien de pouvoir se gargariser de termes techniques en vendant des bidules. Ça impressionne le chaland. On peut lui dire, avec cet aplomb magnifique du vendeur qui sait tout, puisqu'il a Google à portée de doigt: Tout à fait, monsieur, mais votre oud, il est en 5 ou 6 cordes? Vous êtes bien sur un manche à 56 centimètres? Alors qu'on n'avait jamais entendu parler d'un oud 5 minutes avant. La voilà bien en lumière, la petite perversion de la connaissance. Tout nommé, tout caractérisé, tout rangé dans son tiroir. Tel micro pour telle guitare, telle embouchure pour tel trombone. Merci monsieur, au revoir monsieur. Oui, j'ai mâchouillé avec délice ce langage du vendeur les premières semaines, ravi de virevolter avec ces termes nouveaux. Et puis, un après-midi, alors que je déblatérais dans mon téléphone, mon collègue de droite s'est levé. Il partait plus tôt pour se marier le lendemain. Il a fait un salut et sorti dehors, a commencé à s'éloigner. Un autre collègue s'est levé, a dit: On va pas le laisser partir comme ça, a empoigné le trombone en plastique orange à côté de son bureau, tout est strictement vrai, et s'est élancé après lui. On est tous allés voir dehors, forcément. Il l'a rattrapé presque au rond-point et a commencé à lui jouer très fort, très mal, avec tout un tas de fausses notes, mais beaucoup d'enthousiasme, la marche nuptiale au trombone. Quand il a cessé de jouer, le premier collègue a ri, salué bien bas et s'est éloigné. À la fenêtre d'un immeuble proche, 2 personnes ont applaudi. Ça m'a rappelé qu'il est là, le bonheur, dans la vie, dans les choses qu'on fait, dans la joie qu'on injecte, dans le chaos aussi, pas que dans l'ordre. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. À ma gauche, Camille, qui nous propose son format missive, des lettres fictives entre divers personnages. Salut Camille. Salut! Est-ce que tu as un indice sur la lettre du jour? Oui, alors il s'agira de Toutou révolté. Je vous en dis pas plus, mais ils sont très remontés, donc voilà. Waf waf. Très bien. Exactement. Ensuite, Aurélie, avec ses chroniques hautes en couleurs sur la vie nantaise. Salut Aurélie. Salut tout le monde. Et toi, le sujet du jour? Alors aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu de Nantes en train. Et donc on va parler de train, d'enfance et de musique. Chouchou. Décidément, je suis dans les onomatopées aujourd'hui. Quant à la réalisation, c'est Aurélie qui s'en occupe. Bonjour Aurélie. Salut! Il fait que je Merci. ramène le micro. Merci à toi d'être venue pour nous donner ton temps un samedi. Avec plaisir, Georges. Et aujourd'hui, dans Kung Foudre, et oui, je suis aussi dans les blagues, celle-là elle est pour toi, Safe. Nous recevons non pas un, mais 5 invités, dont 2 physiquement en studio. Voici là, Mathilde, Roma, Safe, Alex et aussi un petit peu moi livreront leurs ressentis sur la pratique des arts martiaux. Salut, voici là. Salut! Salut, Safe. Salut. En effet, nous faisons tous partie d'un même club nantais, le Sabre et le Rameau, où Safe enseigne le Jeet Kune Do, la branche du Kung Fu créée par Bruce Lee. Si vous reconnaissez son prénom, c'est normal. On avait déjà reçu Safe en studio en février 2022. L'émission, elle est disponible, comme les autres, dans les podcasts de Coup de Foudre sur Spotify et Apple Podcasts notamment. Mais avant d'entamer les pugilats radiophoniques, je vous propose un échauffement supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je vais poser 12 questions où il faudra que vous choisissiez entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne vous plaît, vous êtes libre d'en choisir une autre, tant que ça va vite. Et d'ailleurs, c'est le tout premier double quiz éclair depuis que l'émission existe, donc le moment est historique. Prêt? Prêt. Vitesse ou lenteur? Lenteur, Vitesse. Sucré ou salé? sucré. Salé. Pied ou poing? Pied. Pied. Un accord là-dessus. Vote ou abstention? Abstention. Vote. Ville ou campagne? Ville. Campagne. Ah, bah, tiens, c'est marrant. Hasard ou destin? Destin. Les deux. D'accord. Thé ou café? Thé. Café. Ok. Penser ou vivre? Penser. Vivre. Chat ou chien? Chat. Ok, donc les pieds et les chats, voilà, c'est... Désolé. Aube ou crépuscule? Ah, crépuscule. Très bien. Organisé ou bordélique? Bordel. Bordélique. Passé ou futur? Les deux. Présent.
Ok, oui, c'est un peu la même réponse pour le coup. Très bien. Donc l'émission d'aujourd'hui, pour préciser, sera découpée un peu différemment de d'habitude. Au lieu de plusieurs questions posées à une seule personne, d'ailleurs ça s'appelle une interview, j'aurais pu juste mettre ça, on va discuter de notre rapport aux arts martiaux. En première partie, qu'est-ce qui nous a les uns les autres amenés à cette pratique? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Et en seconde partie, on parlera de ce qu'on y a trouvé. Alors, est-ce qu'on a trouvé pile ce qu'on voulait? Est-ce qu'on a trouvé l'inverse? Est-ce qu'on a trouvé toute autre chose? Le but, bien sûr, c'est de vous faire découvrir un peu plus ce monde, de peut-être vous donner envie de pratiquer les arts martiaux. Et si vous en faites déjà, eh bien, vous permettre de savoir qu'il y a une vie martiale active à Nantes et de vous reconnaître peut-être dans ces parcours. Et on va entamer la première partie en écoutant la rencontre de Mathilde, qui donc professionnellement travaille dans la cuisine avec le kung-fu. Mathilde, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec les arts martiaux? Alors c'est vraiment par hasard. J'ai une amie qui m'a présenté à deux amis à elle qui faisaient du kung-fu au dojo de Paris. Et ils m'ont fait une démonstration de main collante. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et ils m'ont dit, si, il y a un dojo qui vient d'ouvrir cette année à Nantes, va voir. Et j'ai voulu aller voir, mais juste à ce moment-là, je me suis cassé la main. Du coup, j'ai dû attendre quelques mois avant de vous rencontrer, de rencontrer Safe. Et j'ai tout de suite adoré retrouver ce côté hypnotisant que j'avais vu dans les mains collantes. Et moi, je suis cuisinière et c'est aussi quelque chose que je vois que j'avais vu chez des pâtissiers, par exemple. Je pense à un pâtissier que j'avais vu une fois cuisiner et j'avais trouvé ça magnifique. Et c'est un peu la même chose que je vois quand il y a quelqu'un qui fait une démonstration ou qui combat et que c'est vraiment très fluide, il y a de la concentration dans les gestes. Il y a tout le corps qui y est. Et c'était la fin de l'année et j'ai dû décider si je restais à Nantes ou si je retournais dans les Vosges, si j'allais à un autre endroit. Et c'est ça qui m'a décidé qui a été le facteur décisif. J'ai décidé de rester à Nantes pour faire du kung-fu. À partir de là, j'ai trouvé un appart, un job et voilà, j'ai continué là-dedans. Donc c'était pas vraiment... je n'y connaissais rien aux arts martiaux de base. Et c'était juste ce côté un peu hypnotisant et fascinant qui m'a amené à ça. Moi, je trouve hyper beau ce témoignage parce que du coup, c'est quand même une rencontre contrariée, puisqu'à la base, elle se casse la main. Ce qu'elle nous avait raconté, ça l'a empêché de rejoindre le club pendant des mois. Et ensuite, elle prend la décision, quand même, qui est une décision franche, quoi, de se dire, ok, je reste pour pratiquer, quoi. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça très touchant d'ailleurs. Ben, moi aussi. Moi aussi. Et d'ailleurs, toi, Safe, qui est, je le rappelle, ingénieur informatique de profession, où est-ce que tu situes véritablement ta découverte des arts martiaux, l'origine de ton envie de pratiquer? Ça remonte à très très loin, donc le point de départ, je vais avoir du mal à le trouver. J'ai l'impression que ça a toujours été là en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, les arts martiaux. Donc je pense que c'est l'image du héros, je pense. C'est quelque chose que tu retrouvais beaucoup dans la culture populaire ou dans que ce soit les films hongkongais ou les films d'animation japonaise ou même dans les mythes. J'aimais beaucoup toute la partie mythologie, etc. Et en fait, le personnage du héros, c'est quelque chose qui m'avait parlé. Et en fait, ça va de pair avec le combat, avec la confrontation, et donc avec la pratique martiale. Et rétrospectivement, j'ai l'impression que ça part de là. D'accord, donc pour toi, le héros, ça reste quand même quelqu'un qui combat, quelqu'un qui a quelque chose à affronter. Oui, forcément. Enfin, C'est le principe de base invariablement, c'est le principe de base du chemin et du parcours du héros, quoi. C'est vrai, le chemin initiatique. Le chemin initiatique, Oui, exactement. bien sûr. Je pense que c'est le chemin de vie aussi, en fait. Finalement, c'est une allégorie de ce que chacun retrouve dans sa vie, ce chemin initiatique. Il a un contexte différent pour les uns et les autres, mais tout le monde le parcourt à un moment ou à un autre avec des épreuves à surmonter, des réalisations à faire et des nouvelles épreuves à surmonter. Pour moi, c'est quelque chose qui est commun à tous. Oui, ça me rappelle la phrase de Jacques Brel qui disait que, en apparence, il y a 3 types d'hommes, ceux qui défoncent la porte, ceux qui passent à côté et ceux qui passent au-dessus, mais en réalité, il y en a qu'un, c'est celui qui a envie de voir ce qu'il y a derrière. Et j'aimais bien cette phrase. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la découverte du Jeet Kune Do, donc qui est le nom de la branche du Kung Fu, hein, je le rappelle, qu'on pratique, par Roma cette fois, qui, elle, professionnellement, fabrique et vend des bijoux. Et toi, Roma, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec les arts martiaux? Alors, à la base, je venais faire un cours d'essai parce que j'ai un ami du théâtre qui m'a parlé du cours de Kung Fu.
qui lui-même avait commencé en fait à ce moment-là. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et puis Georges, je sais que lui, il a fait du karaté pendant 8 ans et il aimerait bien reprendre justement un art martial. Je me suis dit banco, faut tester, faut y aller. Je m'étais dit bon, je vais venir faire le cours d'essai mais sans véritable conviction pour moi-même, plus en me disant ben si j'y vais avec lui, au moins on y va ensemble et puis on voit si ça lui plaît. Et en fait, j'ai fait le cours d'essai et j'étais très très contente d'être venue, notamment pour l'ambiance. Je trouvais ça très amusant que le club soit dans une école de danse, parce que moi j'ai fait énormément de danse et du coup j'avais l'impression de retrouver aussi une atmosphère que j'aimais bien, et puis le fait de faire les cours et que de temps en temps il y a des cours de danse à côté, on entend la musique et moi je suis très sensible à ça, j'aime beaucoup. Donc là, une approche très très différente du coup, parce que c'est une rencontre à la base un petit peu sans conviction, mais finalement elle accroche immédiatement à l'ambiance. Et elle m'en parle souvent d'ailleurs de ça, de le rapport entre la danse et les arts martiaux. Et vous verrez que dans la deuxième partie d'émission, elle revient là-dessus. Il y a quand même une différence qui est fondamentale entre les deux, quoi. Mais c'est intéressant. Toi, Wassila, tu es donc médecin pathologiste de métier. À quand remonte ton envie de pratiquer un art martial, de t'entraîner physiquement? C'est assez similaire avec l'histoire de Safe. C'est toute petite, effectivement. Première inspiration, Bruce Lee, à la télé, évidemment, parce que c'était super, c'était super beau, ça déchire. Et effectivement, l'idée, je pense qu'il est resté après, pendant tout le temps, en fait, de mon enfance et de mon adolescence, c'est effectivement les valeurs que ça portait, quoi. Donc, les valeurs du héros, les valeurs de la chevalerie, ou ce qu'on veut, en fait, mais un peu ces valeurs-là, quoi. Le fort, le beau, le gentil, qui sauve tout le monde, et qui, en plus, qui fait ça vraiment de façon super classe. Donc, c'était plutôt ça, les arts martiaux au départ. D'accord. Donc, une espèce de côté qui fait partie effectivement de notre culture populaire aussi, comme tu dis, un peu le chevalier en armure, etc. C'est marrant parce que du coup, ça nous permet de faire une transition extrêmement fluide avec Alex, le troisième participant. Alex, qui est dessinateur et coloriste de BD, et c'est exactement ce dont il nous parle. Il avait un enthousiasme énorme en arrivant au club. De base, moi, j'ai aucune affinité avec le sport ou même les arts martiaux. Enfin, j'en ai jamais fait. Là, c'est la première année que je fais du kung-fu. Ce qui m'a surtout attiré, c'est que dans les films, je suis vachement attiré par les films avec des combats bien chorégraphiés. Et en fait, dernièrement, j'avais vu le film Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si tu l'as vu. Et ça m'a donné trop envie, en fait, de faire du kung-fu. En fait, je cherchais un sport à faire. Et du coup, cette image qu'on voit dans les films ou même dans Avatar, le dernier maître de l'air, en fait, je suis fan de cette série. Et en fait, ils utilisent vachement plein de mouvements qu'il y a dans le kung-fu et autres. Ça m'a donné envie de tester. Et de base, je voulais faire un autre sport. J'ai pas eu de place dans ce sport-là. Donc du coup, j'ai pas pu y aller. Mais au final, je suis pas mécontent parce que je trouve qu'au kung-fu, on travaille plus de choses. Ça permet, par exemple, tous les exercices qu'on a de préparation, ça permet d'avoir une meilleure tenue. Enfin, on se tient mieux après. On a moins mal au dos. Enfin, on sent que notre corps est mieux, en fait, vu qu'on bosse plus de choses. Et puis aussi, on se défoule plus. Ça, c'est bien. Alors, pour la petite anecdote, il m'a dit l'autre sport avec lequel il hésitait, c'était le badminton. Rien à voir. Donc là, il y a clairement moins de raquettes. Et puis, en fait, oui, il m'a dit que vraiment, ça, c'est complètement différent, quoi, comme pratique. J'ai une question. Oui. C'est quoi la technique des les mains collées? Les mains collantes, Les mains collantes, c'est un exercice de ressenti, on va dire. Et l'idée, c'est que tu as un ou les deux poignets collés avec ceux de ton partenaire. Et tu dois essayer de toucher, tu as plusieurs variantes, mais on va dire que tu vas essayer de toucher le corps de l'autre. Et l'autre doit essayer de le bloquer, mais à aucun moment, les mains doivent se décoller. Et du coup, c'est vraiment un travail de ressenti sur... c'est un truc que tu peux faire les yeux fermés, puisque tu ressens la pression. Et en fonction de où est la main, tu peux repousser, absorber. Et c'est vraiment un exercice de l'écoute du corps. Les arts martiaux, ça n'est pas que de la baston. Il y a aussi des choses très fluides. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Il est 13h19 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Aujourd'hui, on reçoit donc 5 invités, dont 2 physiquement, Wassila et Safe, et sinon Mathilde, Roma et Alex, qui ont donc parlé de leur pratique des arts martiaux et notamment du kung-fu.
Pour cette seconde partie, je vous propose, tiens, on va retrouver tout de suite Mathilde qui parlait juste avant de l'enthousiasme suscité par la découverte du Kung Fu et sa décision, de rester à Nantes pour le pratiquer. Eh bien, on l'écoute parler de sa pratique maintenant, plusieurs mois après. Et maintenant que tu en fais depuis quelques mois, qu'est-ce que t'as concrètement apporté ta pratique du Jeet Kune Do? Déjà, ce que j'adore y trouver quand j'y viens, c'est les gens. Retrouver tout le monde, ça me fait super plaisir à chaque fois. Le côté physique qui est super, se dépasser. Parfois, c'est drôle, parfois j'ai l'impression que je peux tenir super longtemps et je craque rapidement. Et parfois, c'est assez surprenant, où on a le mental qui tient bien, le corps aussi, et on va plus loin que ce qu'on pensait. Donc vraiment la partie physique et technique, le corps quoi, qui est très engagé, et la concentration que ça demande, j'adore. N'être concentré que sur ça, réfléchir à rien d'autre. Et donc ça, c'est ce que j'y trouve. Et ce que j'y ai trouvé aussi, et qui m'aide au quotidien et qui me surprend toujours, c'est vachement dans la gestion des émotions. La peur du combat, le stress que ça génère. Et c'est pareil, quelque chose en cuisine qui me sert beaucoup, parce que quand il y a le stress qui monte, l'adrénaline au service, quand il y a les collègues qui mettent la pression, ou juste l'environnement qui est très stressant, ça permet de... Je pense beaucoup au kung-fu, où on recule quand on se prend des coups, on doit respirer, essayer de garder la tête froide, et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez pratique au quotidien. Là, on a un parallèle cuisine kung-fu. Hein. On imagine Mathilde en cuisine en train de saisir ses poils, découper, etc. Est-ce que c'est un ressenti qui résonne avec ce que tu as découvert grâce à ta pratique martiale, Safe? Oui, clairement. Surtout forcément le moment de concentration, parce qu'effectivement, c'est un espace un peu hors du temps où on arrive, tout reste à l'extérieur et on est 100% présent maintenant, que ce soit sur la partie physique, parce que ça te demande de te concentrer sur ton souffle, sur tes gestes, etc. Encore plus quand on est sur des combats, même si c'est des combats d'entraînement, mais en fait, en combat, une inattention, tu la payes tout de suite. Donc, il n'y a pas meilleur exercice de méditation pour moi. Alors, le combat est une forme de méditation. Tu es vraiment dans le moment présent à 100% et tout entier, quoi. Donc, et quand tu l'es pas, tu le sais. Oui. Tu t'en es pris une. Et puis la question de la gestion des émotions aussi, puisque c'est quelque chose... finalement, le tatami, en tout cas, ou l'endroit où on s'entraîne, c'est vraiment parfois, ça a l'air d'une représentation de ce qui se passe à l'extérieur. Et souvent, ce qui ressort sur le tapis, c'est des choses qui sont déjà en nous, qu'on laisse pas forcément s'exprimer, qu'on peut souvent contraindre parce que... faut pas être agressif, faut pas être en colère, surtout pas être en colère. C'est très mal vu d'être en colère aujourd'hui. Et en fait, là, non, c'est un espace où finalement la violence, dans un certain cadre, elle est permise, donc elle s'exprime, et il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait. Et on découvre beaucoup de choses sur soi-même, et on peut rapidement faire les parallèles avec ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours en fait. Oui. Et en faisant ce travail-là sur le tatami, ça nous transforme aussi au quotidien, justement dans la gestion du stress, dans la gestion de la remise en question, de où est-ce qu'on en est, comment on gère telle situation, pourquoi est-ce que là je m'énerve, est-ce que là je peux faire autrement, est-ce que là je suis trop mou et non, là je dois mettre ma limite et puis voilà, je dois sécuriser mon périmètre. C'est de la négociation musclée. C'est ça. Non mais c'est cette espèce d'harmonie-là qu'on retrouve, et le parallèle entre ce qui se passe sur le tatami, c'est juste une métaphore ou une allégorie ou des symboles de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr, oui. C'était aussi pour apporter mon petit grain à cet édifice-là. Effectivement, moi, c'était une grosse partie de ma réponse, c'était ça. C'était à la fois... pour moi, je voyais plus ça comme une libération de pas mal de conventions sociales du quotidien, où parfois, des manques de sincérité ou des masques, on a tous des masques dans la vie, et j'ai l'impression que les masques tombent au dojo. Et donc ça, c'est très, très, très fort. Et la deuxième chose dont je me faisais la réflexion l'autre jour, où j'étais là en train de suer à grosses gouttes avec les muscles qui crient et de faire l'effort. Et en fait, effectivement, je ne pense à rien d'autre qu'à cet instant, à cet effort, à ce tout de suite, quoi. Et c'est très, très reposant, quoi. Parce qu'on a une vie, on a constamment 1 million de trucs à penser. Il faut ci, il faut ça, il faut ça. Et là, on est dans le tout de suite maintenant, quoi. Donc le mot méditation, je suis complètement d'accord avec toi. Même en plein combat, on médite d'une certaine façon.
Je vous propose de poursuivre avec Roma. Donc elle disait avoir aimé retrouver quelque chose proche de la danse dans le Jeet Kune Do. Et après plus d'1 an de pratique, elle partage ses ressentis. Et qu'est-ce que ta pratique du Kung Fu t'a apporté par rapport à la danse? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau en toi dans cette pratique? Alors pour répondre à cette question, je pense que je vais d'abord dire ce que j'ai trouvé de similaire. C'était des mouvements répétitifs à reprendre et à reprendre. En fait, par la répétition d'un même geste, on arrive à le perfectionner, à le ressentir et ensuite à le déployer de manière différente. Je pense que ce qui est en tout cas pour moi différent et ce qui était peut-être même difficile à appréhender au début dans la pratique du kung-fu, c'était l'utilité du geste et le fait de me dire que un geste était amené pour créer une action qui en plus avait un effet sur l'autre. Ça reste quand même du combat. On est là pas vraiment pour donner un spectacle, pour faire quelque chose de joli ou pour créer une performance artistique. C'est un combat avant tout et ça reste un geste qui doit donc être utile et apporter quelque chose en fait. Donc je pense que c'est là-dedans où j'ai peut-être le plus de difficultés aujourd'hui, c'est que je me concentre beaucoup sur l'esthétique du geste parce que j'ai cette habitude-là de chercher le geste précis de cette manière-là, ressenti d'une certaine manière. Ça va être l'efficacité du geste et puis la force aussi, la puissance que j'avais peut-être moins dans la danse, quoi. Intéressant aussi ça, du coup, parce que ça pose une vraie question. Moi, en tant que pratiquant de karaté avant, on faisait du kata. Le kata, il y a même des compétitions de kata. Le kata, c'est juste une répétition de techniques qu'on fait seul pendant à peu près 1 minute 30 sur le tatami. Donc, il n'y a pas d'adversaire, on frappe entre guillemets le vide, mais on doit dégager une intensité, être habité par quelque chose. Et donc, ça pose la question aussi de l'esthétique dans les arts martiaux. On en a d'ailleurs parlé l'autre fois, Safe. Voici là, je sais que tu as des années de pratique en Wing Chun aussi, Oui. avant d'avoir fait du Kung Fu. Qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir senti évoluer en toi, à la fois donc avec le Wing Chun et ensuite le Jeet Kune Do? C'est un peu en écho à Roma, parce que j'ai fait aussi un peu de danse. Et finalement, que ce soit la danse ou les arts martiaux, le Jeet ou le Wing Chun, c'est d'apprécier l'effort en fait, de faire l'effort, refaire jusqu'à ce que ce soit bien. Et puis finalement, quelque part, ça paye un peu, pas au niveau où tu veux des fois, mais ça paye quand même. Et ça, c'est pas mal. Donc en fait, ça, c'est parce que déjà, de base, j'aime bien l'idée de l'effort, en fait, de faire l'effort et de travailler plus que le résultat. En fait, c'est le cheminement de l'effort que j'apprécie. Et puis, la pratique martiale, quelque chose que, par contre, là, j'ai appris, c'est finalement les postures qu'on a et les mécanismes de défense qu'on peut avoir dans la vie et qu'on a mis en place. Et on peut s'imaginer d'une certaine façon, et puis quand tu arrives sur ton tatami, en fait, tu n'es pas du tout comme tu t'imagines. Tu n'es pas si direct, tu n'es pas si dur, tu n'es pas si mou, et tu t'en rends compte, et puis tu es obligé d'effacer ça quand tu pratiques, parce que si tu passes à refaire tes mécanismes en te battant, en souriant et en rigolant, en fait, tu ne te bats pas, tu es juste en train de te défendre un peu, en te disant si je souris, que si je suis gentille, que si je rigole, il va peut-être frapper moins fort, mais ce n'est pas le but en fait. Le but, c'est d'être là et de voir ce que tu peux sortir de toi en fait. Et du coup, ça te permet de savoir si vraiment tu es quelqu'un qui a... Tu es obligé d'avoir une posture en fait. Ça t'oblige à une certaine posture et à une certaine présence et à être un peu vrai dans ta posture en fait. Donc, ce que tu dis, c'est que pratiquer les arts martiaux, c'est pas que apprendre, c'est désapprendre aussi. Ouais. On désapprend pas mal de nos, entre guillemets, un peu travers de la vie. Ouais. On essaye de les... Ouais. D'accord. Ouais, intéressant. Et puis, enfin, on peut s'écouter Alex aussi, qui donc au départ aimait surtout la représentation des arts martiaux dans la culture pop. Et il m'a parlé du goût qu'il a développé en les pratiquant. Et j'ai adoré, c'était vraiment très cool. Ce qui était bien, c'est qu'on se donne vachement à fond et on se dépense bien. Quand tu ressors du Kung Fu, en fait, tu te sens bien. Enfin, genre, t'as une fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Et au final, dans ta semaine, tu te sens plus en forme et plus énergique. Et du coup, en fait, le Kung Fu est arrivé au moment où il s'était passé un truc assez dur dans ma vie. J'avais une rupture compliquée. En fait, ça m'a permis de rebondir là-dessus. Et du coup, ça me vide la tête. Et j'aime bien progresser dedans et me donner à fond. Du coup, t'es venu pour des raisons plutôt culturelles. C'est-à-dire que tu as vu des films, t'as trouvé ça cool dans la culture populaire, en fait. Et finalement, si tu restes, c'est parce que au-delà de ça, t'as trouvé quelque chose qui te fait vraiment du bien. En fait, de base, je pensais pas que j'allais m'investir autant. Enfin, je savais que j'allais m'investir parce que, quitte à faire un sport, autant s'investir. Mais
plus je fais de cours, plus j'ai envie de progresser et d'aller plus loin en fait. Là où les premiers cours, je m'étais dit, bon, peut-être que l'année d'après je vais arrêter. Là, je sais que je veux continuer jusqu'à la ceinture noire, même si ça me fait peur la ceinture noire. Mais je sais que j'y vais et j'ai envie de progresser et je m'investis à chaque cours. Aussi grâce aux autres qui sont au cours. Par exemple, Eddy, c'est lui qui à chaque fois me dit, vraiment investis-toi dans chaque coup. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que je le fais, on progresse beaucoup plus vite, quoi. Investis-toi dans chaque coup. Je reconnais bien Eddy. C'est vrai, ça pourrait être aussi une maxime pour la vie en général, quoi, finalement. Investis-toi dans chaque coup. C'est chouette. Et écoutez, je vous propose qu'on enchaîne sur une deuxième pause musicale. Il est 13h34 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Je vous ai même pas remercié d'ailleurs. Merci Wassila, merci Safe d'être venu nous voir pour parler d'arts martiaux, de Kung Fu. Je le rappelle, le club c'est le Sabre et le Rameau. N'hésitez pas à aller voir en ligne. Et puis merci aussi à Mathilde, merci à Roma, merci à Alex de nous avoir parlé d'arts martiaux. Où vous soyez là tout de suite, on pense à vous. C'est à toi de nous avoir invités. Merci d'être venu. On va tout de suite enchaîner avec la première chronique, celle de Camille. À l'attention de la Fédération française des toiletteurs canins. Nous, canidés unis du pays occitan, ne voulons plus subir l'oppression. La pratique du toilettage est un acte abject et humiliant que nous condamnons. Nous dénonçons des conditions tortionnaires. Potence, chaîne, tout est supplice. Le bruit de la tondeuse, l'odeur de Cologne bon marché du toiletteur, sans parler de la sinistre déco de ces salons. Notre bureau d'accueil est débordé par le nombre croissant de chiens traumatisés par leurs séances de toilettage. Alors, face à la persévérance malsaine des humains, nous comprenons que l'action pacifique et l'écoute ne suffit plus. C'est pourquoi nous avons décidé de former l'ATACT, l'association Terreur Anti-Toilettage Canin, et de passer à l'action terroriste. Ainsi, nous vous informons détenir en otage en ce moment même Monsieur Yannick Couvreur, toiletteur et propriétaire du salon Toutoudou au Gros du Roi. Nous réclamons le droit à l'autonomie. Nos poils, nos droits, nos choix. Depuis des millénaires, vous nous domestiquez. Vous nous façonnez de force à votre image, pour votre bon plaisir, pour flatter votre ego. Vous transformez notre pelage en forme ridicule pour s'accorder à vos coiffures, à vos intérieurs. Vous restez sourds à nos cris. Mais vous êtes-vous inquiété de savoir ce que nous voulions vraiment? Cajou n'a que faire des nœuds dans ses poils. Fripouille se contrefiche de ce pelage taché de boue. Non, ce que nous voulons vraiment, c'est nous salir dans la terre et la boue, sentir le parfum de la rosée humide, que notre fourrure épaisse soit chauffée au contact du soleil. Au bûcher, les pierres à épiler, les trimmers, les chunkers, les pulseurs, les coupes à l'aspirateur. Abolissons les top notes pour Shih Tzu, les pompons colorés pour caniche. Rassurez-vous, Monsieur Yannick Couvreur est, pour le moment, en parfaite santé, bien qu'un peu choqué par notre récente intervention dans son salon. Si vous souhaitez un jour revoir cet éminent membre de votre communauté, je crois quadruple champion du tout-once d'or, voici nos revendications. Premièrement, nous réclamons la fermeture immédiate et définitive du salon Toutoudou et la transformation de ce local en salon de massage pour chiens. Deuxièmement, nous réclamons la libération immédiate de nos camarades détenus par leur maître toiletteur en vue du concours Ciseaux d'or se tenant ce week-end à Palavas-les-Flots. Non à la coupe serpillière et non au relooking licorne arc-en-ciel. Enfin, à titre de compensation pour tous les dommages subis, nous demandons la livraison de 50 kg de croquettes de la marque Franklin. Du bon et rien d'autre. Saveur agneau, patate douce, menthe, pointe de betterave et graines de lin, qui devront nous être remis en échange de la libération de l'otage. Attention, nous exigeons les croquettes Franklin et rien d'autre. N'essayez pas de nous berner avec des croquettes bas de gamme, nous sentirons tout de suite la différence. Si vous décidez de coopérer, voici le protocole à respecter. Rendez-vous samedi, demain, 9h, sur le terrain vague de la Meule. Nous vous attendrons de pattes fermes. Déposez les tas de croquettes ainsi qu'une lettre d'engagement signée de la main de Monsieur le maire près du vieux puits. Retournez ensuite dans la zone humain. Des bandeaux noirs vous attendent. Attachez-les pour couvrir vos yeux. Alors, 3 émissaires de l'ATACT viendront goûter les croquettes. Après confirmation collégiale de leur saveur délicieuse, nous procéderons à la libération de l'otage. Pas d'entourloupe, nos meilleurs canins d'élite vous surveilleront pendant toute la durée de l'opération. Après notre départ, comptez jusqu'à 1236 et seulement là, vous pourrez récupérer l'otage. Si vous refusez de coopérer,
Monsieur Yannick Couvreur subira un toilettage complet par notre plus fin limier, Bobtail Le Borgne. Nous continuerons à mener des actions coup de poing tant que nos revendications ne seront pas entendues. Les rangs de notre association grandissent jour après jour. Entendez le glas de la révolte. Voyez dans vos rues inscrites en lettres rouges « No Broceran », le slogan de la lutte canine unie et fraternelle. Depuis plusieurs mois, dans la ville fleurissent des affichettes pleurant la disparition de Pépette, Winston, Foxy, Réglisse. Humains, soyez rassurés, ces chiens ne sont pas perdus, non, non. Ils ont décidé de quitter leur foyer, de vous quitter, pour vivre enfin une vie libre et un avenir apaisé. Nous ne voulons plus être les mouchoirs des humains. Que nos maîtres se débrouillent seuls avec leur solitude et leur dépendance affective. Vous n'aurez qu'à vous shampouiner les uns les autres. Notre communauté sera libre, joyeuse et boueuse. Nos poils joncheront le sol de notre liberté, gagnée à la sueur de nos truffes. Signé pour la tacte, Tonton Bichon, Beastie Wisty, Tequila, Cocker Docker, Fox Terror et Scottish le Hardy. C'est beau. C'est beau. Question, quand même. Oui. Je suis assez inquiet. Le relooking licorne, ça existe vraiment? Alors, malheureusement, oui. Je me suis beaucoup documentée sur... Ça se sent. Ah, on sent que ouais, tu t'es documenté. Hein. En fait, il y a pas mal de vérité là dans cette missive. Oui, malheureusement. Et le concours ciseaux d'or à Palavas-les-Flots a vraiment existé. Yannick Couvreur, il existe. Et Yannick Couvreur, je sais pas, mais bon, de toute façon, les salons de toilettage, c'est un peu comme les coiffeurs. Il y a vraiment des noms improbables, quoi. Mais non, il y a vraiment Après, le toilettage, c'est bien aussi pour les chiens. Enfin, il n'y a pas que du mal là-dedans, mais il y a vraiment des dérives. C'est-à-dire que le relooking licorne est une dérive manifeste quand même. Des caniches en licorne avec des tonnes de lac complètement... Tu as parlé des pompons colorés aussi. Ah ouais. Et tu as même des trucs où ils font carrément des sculptures avec les chiens, où ils dessinent genre des feuilles, des trucs, enfin complètement... si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des photos, mais c'est assez badant. Enfin, moi, je trouve ça personnellement très malsain en fait comme pratique en fait. Oui. Voilà. Tu vois passer ces pauvres caniches avec un regard de détresse, oui, c'est ça. Sous leur frange un peu bouclée là, qui te regardent. Et puis ils restent des heures sur la table, un peu tremblants, parce qu'en fait ça leur fait un peu peur, quoi, parce qu'il y a du bruit. Enfin voilà, c'est compliqué. Bah, merci en tout cas pour ce grand cri de révolte que je partage de tout mon cœur. On est plutôt pro chat autour de cette table. Mais... on aime les chiens quand même. Hein. On préfère les chats, mais on aime bien les chiens. Les chats aussi se font toiletter en plus, donc qu'ils rejoignent notre cause. La convergence des luttes. C'est ça. Il est 13h45 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Je trouve que tu as raison, Camille. Stupéflip, ça aurait pu s'appeler Caniche enragé. Ça aurait aussi fonctionné. Un petit chien comme ça qui fait... Voilà. Ouais, on est d'accord. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors, truc de fou dans l'émission, dans Coup de Foot, c'est un petit peu le moment flottant où voilà, on parle de choses qui nous sont arrivées récemment, de moments heureux, de découvertes. C'est très large, hein, c'est juste quelque chose de chouette qui nous est arrivé dans notre vie récemment. Safe, tu nous disais hors micro que tu as renoué avec l'hypnose. Avec l'hypnose, ouais. L'hypnose, c'était une pratique que j'avais commencée il y a 3-4 ans maintenant, où je faisais un peu de l'hypnose de rue, de l'hypnose ludique, on va dire, où tu rencontres les gens et tu leur proposes des petits phénomènes hypnotiques. Donc ça permet justement de briser un peu la glace, de rencontrer des personnes différentes et puis de voir des trucs assez rigolos, des fois des mains qui restent collées ou des personnes qui oublient leur prénom, ce genre de trucs, c'est assez drôle. Surtout que ça reste assez sympa, ludique, c'est jamais mal placé en tout cas. Et j'ai arrêté d'en faire au bout d'un moment. J'ai vachement incorporé ça finalement. On parlait d'arts martiaux avec la pratique des arts martiaux parce que ça a vraiment c'est un super outil pour se mettre dans un état modifié de conscience et être prêt au combat ou à la détente ou au relâchement ou à la conscience de son corps en tout cas. Donc il y a vraiment plein de leviers là-dessus et là récemment je suis tombé sur une nouvelle méthode qui était assez intéressante et qui était de parler avec votre inconscient, avec la partie inconsciente de soi-même, et du coup ça commence par ce qu'ils appellent des mouvements idéomoteurs. Les mouvements idéomoteurs, c'est des mouvements un peu inconscients que tu suggères et on a l'impression que la main bouge un peu toute seule. Donc t'as pas besoin de te dire voilà ma main je vais là, etc. Tu la laisses juste un peu flotter et tu suggères une direction ou un truc et puis elle bouge un peu toute seule.
Et si tu pousses un peu cette espèce de dissociation-là, tu te rends compte que tu as beaucoup de gestes un peu parasites dans la journée, où tu t'en rends pas compte, où tu n'es pas là, et en fait ton corps bouge de lui-même. Et tu peux pousser cette logique-là à avoir une vraie conversation avec ton corps, un peu comme le langage des signes. Tu lui demandes de choisir un signe pour oui, un signe pour non, et tu commences à poser des questions comme ça. Donc je suis très curieux de voir jusqu'où ça va. Et les premières questions m'ont un peu surpris parfois, parce que tu avais des trucs sur lesquels tu penses que tu es sûr de toi, et en fait ton corps n'est pas d'accord. D'accord. Dialogue avec son corps. Dialogue avec son corps, dialogue avec son inconscient. Donc c'est super intéressant, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, c'est marrant, c'est Alors, intéressant. la comme méthode question. s'appelle Unkar, si ça intéresse. Unkar, Comment taper Unkar sur internet, tu trouveras Hunkk2AR. D'accord. Voilà, donc c'est la même personne qui m'avait ouvert la porte de la street hypnose à l'époque, donc qui a aussi développé ce truc-là, donc j'ai trouvé ça super intéressant. D'accord. Ah, c'est intéressant cette question-là de est-ce que l'esprit et le corps sont d'accord. C'est Ouais, intéressant, je me suis même pas demandé finalement. C'est ça. Est-ce que le conscient ou l'inconscient sont d'accord Oui. Par là, exemple, est-ce que tu aimes jouer de la guitare? Et la réponse était non, alors que moi j'adore. Qui est là à l'intérieur? c'est ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose ou... Non, bah alors c'était une chaîne YouTube, voilà, je vous en parlais aussi hors micro, qui s'appelle The School of Life, donc l'école de la vie. Ils mettent vraiment plein de chouettes vidéos sur beaucoup de sujets. Ça parle souvent justement de la vie, du bonheur, des choses qu'on fait aussi, justement. Par exemple, l'hypnose, elle a ses bons côtés, elle a aussi ses mauvais côtés. Par exemple, notre hypnose quotidienne dans ce qu'on fait, dans nos gestes, dans nos répétitions, dans nos routines, etc. Où finalement, on peut se rendre compte parfois, moi ça m'arrive au travail de me rendre compte que ça fait 2 heures que je fais des trucs, je réponds à des mails et puis après je serai incapable de vous dire ce que j'ai fait, quoi. Parce que je suis complètement en roue libre, voilà. Donc The School of Life, ouais, plein de belles vidéos. Et ils mettent aussi des textes très intéressants justement sur la vie, la mort, l'amour. Qui me parle beaucoup personnellement. Donc je suggère fortement d'aller y jeter un œil. C'est en anglais ou en français? C'est une bonne question. Tu vois, typiquement d'hypnose. Enfin, c'est pas pour me la raconter, mais comme je suis bilingue, des fois je me rends même plus compte si je lis en français ou en anglais. Je crois que c'est en anglais. Ça s'appelle The School of Life, c'est peut-être en anglais. Oui, les vidéos sont en anglais, oui, tout à fait. Donc les textes doivent l'être aussi. Bon, alors du coup, pour ceux qui, c'est ceux qui sont anglophones, mais c'est sous-titré la plupart du temps. Voilà. Et allez, on va se refaire une petite pause musicale à nouveau. Il est 13h53 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle d'Aurélie. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? J'ai un petit garçon qui s'émerveille devant les trains depuis qu'il sait parler. Pour ma part, je n'ai réalisé que récemment la place que le train avait dans ma vie. Pour tout vous dire, la semaine dernière, en allant de Nantes à Paris, j'ai eu un flash et une envie soudaine de vous en parler. Parce que 2 heures s'étaient écoulées en un claquement de doigts depuis que j'avais quitté la gare de Nantes et j'avais pu m'adonner à des activités délicieusement improductives comme lire une revue légère, écrire des notes sur tout et sur rien, écouter quelques sons que j'avais mis de côté, observer mes voisins à la dérobée comme une gamine en cherchant leurs reflets sur les vitres, ou tout simplement m'auto-hypnotiser, tiens, à regarder le paysage défiler beaucoup trop vite pour ma rétine. Ouais, je me suis pas ennuyée. Je me suis demandé quelle était la recette de cette bulle de temps pour soi qui nous permet de travailler, rêver, créer, dormir, de ce sas de décompression qu'est le train, cette parenthèse qui annonce l'agitation de la gare et de la ville de destination. Moi qui vis à 100 à l'heure et qui vibre de la nouveauté, j'adore être bercée par la répétition, le bruit blanc du train, l'alternance des ombres et des lumières dans les tunnels. Et puis il y a la répétition entêtante des motifs, des sièges, des annonces que je connais par cœur, le menu du bar également. Arrivée à la gare Montparnasse, je suis chez moi. Je connais toutes les façades des immeubles qui bordent les voies, les escaliers, les raccourcis, la fresque de Vasarely, jusqu'au calpinage du carrelage du sol et des murs. Et je pourrais retrouver chaque ligne de métro à son parfum, surtout la ligne 6, ma préférée. Bien avant la vie parisienne, j'ai découvert le train à l'adolescence. Pour moi qui habitais un village perdu au milieu des champs de betteraves, c'était un espace d'évasion, associé à la première fois que j'ai fait le mur avec une copine. La fois où j'ai resquillé pour aller à 50 rejoindre une manif lycéenne. Dans ma région, les trains roulaient quasiment vides, mais ils nous rendaient un fier service, un vrai service public qui crée du lien, qui casse les enclaves. Ça me fait penser à Railcop, ces passionnés de train qui cherchent à rouvrir des lignes secondaires. Alors certes, il fallait marcher un long moment pour rejoindre la gare et le train s'arrêtait tout le temps, mais quel pied cette liberté. Mais c'est sans doute à l'étranger que j'ai vécu les meilleurs moments en train. Observer comment les voyageurs vivent dans le train, en portant parfois toute leur vie. Des grands paniers, des grands sacs à carreaux, discutant avec leurs voisins, achetant aux vendeurs ambulants qui se pressent à la fenêtre, un encas, tout un tas de babioles et même des poules vivantes.
Une fois au Myanmar, je traversais le célèbre viaduc de Goktek qui roulait toute porte ouverte à plus de 100 mètres d'altitude. Alors il faut vous imaginer un pont ferroviaire à tréteaux tendu entre deux montagnes. Un véritable train de la mort, obligé de rouler au pas pour ne pas fragiliser la structure d'acier, une des plus longues au monde. Je me souviens de m'être approché dangereusement, un peu naïvement je dois dire, de la porte ouverte, m'être penché pour faire des photos, avoir attrapé mon appareil à une main, puis à deux mains, et avoir réalisé qu'il n'y avait plus de main qui me tenait et qu'il n'y avait plus rien entre le vide et moi que mon pied sur le marchepied du train. L'attraction vertigineuse du vide. Mais au-delà d'un voyage d'un point A à un point B, le train, c'est surtout un espace d'inspiration incroyable. Tu me disais hier, Georges, que tu avais beaucoup écrit dans le train. Je ne suis pas étonnée parce que le train, c'est vraiment une scène de théâtre d'une richesse infinie et son unité de temps et de lieu peut aussi nous discipliner, focaliser notre attention durant quelques heures. Au-delà des écrivains célèbres que le train a inspirés, de Blaise Cendrars à Agatha Christie, je pense également à un artiste électro que j'aime beaucoup, Tilassine, un voisin angevin, qui a composé tout un album pendant 13 jours passés dans le transsibérien. Plus de 9000 km parcourus. Et il en a tiré une musique d'évasion inspirée de ce temps suspendu, samplant les bruits du train et de ses rencontres. Et il en a aussi sorti un film documentaire qui explique son processus créatif. Alors je vous laisserai le découvrir. Moi, pour terminer cette chronique, j'ai choisi un vieux morceau populaire de Rita Mitsuko que j'ai découvert quand j'étais trop jeune pour comprendre la gravité du texte et les larmes de la chanteuse. C'est un son qui m'évoquait alors une ritournelle enfantine, Le Petit Train. Merci Aurélie. Tilassine, l'album s'appelle comment? Je suis très très curieux de ça. Comment? Transsibérien, simplement. Transsibérien, ouais, Transsibérien. Ok, super, super chouette. Et très beau documentaire dispo sur YouTube. Un épisode par morceau, c'est très chouette. Vraiment, je vous le conseille. Je suis hyper curieux de ça. Ouais. Il est 14h, Coup de foudre, c'est fini. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Wassila, Mathilde, Roma, Saif et Alex pour vos contributions. Moi, je vous donne rendez-vous le 3 juin pour la 7e et dernière édition de Coup de foudre de la saison. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Et ma phrase habituelle, c'est « Portez-vous bien, attrapez la foudre » et dans un mois, ça va pas être trop compliqué puisqu'il va y avoir un orage assez violent qui se profile. Donc on va pouvoir attraper la foudre dans très peu de temps. Sur ce, je vous souhaite une très belle suite du week-end à toutes et à tous. Merci d'écouter Prune, merci d'écouter Coup de foudre et à la prochaine.